Bonjour à tous. C'est un peu comme quand on est enfant et qu'on part en vacances chez des cousins. On a l'impression d'être en famille et qu'on va tout connaître et se sentir chez soi. Et ce n'est pas tout à fait le cas, voire même pas du tout le cas, parce que les cousins, il y a quand même la moitié de leur culture qui n'est pas la même tout à fait que la nôtre. Et finalement, c'est ce qui se passe et c'est assez profond quand on collabore dans un milieu franco-italien. On se dit, on est les cousins latins, on se connaît, on se comprend, tout va être facile. Et finalement, cette relation professionnelle est une des plus sensible qui soit, non pas avec un taux d'échec important, mais un taux de frustration et d'incompréhension qui peut être tout à fait important. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec nos intervenants. Sarah Gallinari, qui est experte depuis longtemps de la Coach Academy d'Expat Communication et une des plus grandes expertes de cette relation franco-italienne, avec Camille Chevalier, qui est recruteuse internationale pour le cabinet de chasse de tête Hanson Search, pardon. Camille, qui a l'habitude et de plus en plus de recruter dans beaucoup de pays, mais surtout sur le marché italien. Et Thibaut Gourdin, Thibaut qui dirige Phoenix Relocation en Italie, à Milan, et qui est expatrié depuis 1 an, alors qu'il est arrivé comme conjoint expatrié il y a quelque temps. Avec eux, on va décrypter ces pièges, mais aussi ces magnifiques opportunités liées à la relation franco-italienne. Et ce défi aujourd'hui va être pour Camille. Camille, ton défi, si tu l'acceptes, c'est de faire le point sur la conjoncture de l'emploi en Italie en 4 minutes, en Allez, insistant évidemment non pas tant sur le marché que sur ses aspects culturels. Camille, c'est à absolument. toi. Alors, moi, en tant que chasseur de tête, aujourd'hui, je travaille un peu moins avec la France et l'Allemagne, qui sont en ralenti, et beaucoup plus avec l'Italie. Je suis en charge de l'Europe, et aujourd'hui, l'Italie représente à peu près 40% de mon portefeuille client. Alors qu'il y a encore 2 ans, c'était entre 10 et 15% de mon portefeuille client. Alors pourquoi? Parce qu'il se passe quelque chose, il y a une vraie conjoncture. C'est ce qu'on appelle le moment de l'Italie. Ce moment, il est quand même très fort. Alors, je vous ai quand même fait, on va faire un petit tour d'horizon des chiffres clés parce que ils parlent d'eux-mêmes, mais avec un taux de chômage à 6% en milieu d'année, c'est un record, c'est exceptionnel. Un taux d'emploi également à 62,7 au premier trimestre 2025. On atteint des niveaux extrêmement hauts. Et puis, on voit de la création d'emplois très forte. Un autre élément important, vous le savez, dans la comparaison France et Italie, on sait qu'en Italie, malgré ces écoles extraordinaires, où Sarah est d'ailleurs, la Bocconi et toutes ces belles écoles, la Sapienza, etc., on a de très très forts talents, mais encore du chômage très élevé chez les jeunes. Mais la bonne nouvelle, parce qu'en Italie en ce moment il n'y a que de bonnes nouvelles, c'est que c'est en baisse. Alors, comme l'a dit Alix, parler de l'Italie, c'est pas. Il y a le nord, le sud, n'est-ce pas? On est obligé de penser aux régionalités. Et du coup, bien sûr, le Nord profite de cette dynamique très forte avec notre Milan qui est bien placé, bien sûr, capitale financière, bien sûr, la mode, le design, mais qui prend un essor au niveau du marketing et de la communication avec des gens qui reviennent, on le verra plus tard. On l'appelle le hub de la tech, le hub de l'innovation, les multinationales qui continuent de s'agrandir, d'accueillir des talents, tout ce qui est start-up avec un boom très fort. Plus de 30% des start-up en Italie sont à Milan parce qu'il y a aussi un vivier de talents très fort pour nous, qu'on va parfois chercher ou qu'on apporte dans cette région. Des investissements très forts et on va y revenir au slide suivant. Cette dynamique très forte en Italie, il faut qu'on passe au slide suivant, s'il vous plaît. Cette dynamique, elle est soutenue, bien sûr, on le sait tous, par cette mesure, le plan national de relance et de résilience qui a été post-Covid, lancé juste après, pour soutenir tout ce qui est innovation, tech, transition écologique,
recherche et éducation. Et ce qui est très intéressant, au-delà d'un chiffre quand même assez phénoménal, on est à près de 200 milliards d'euros, c'est que les projets qui ont été pensés ont été lancés. Déjà, l'année dernière, le point qui a été fait nous montrait que 60% des projets avaient été lancés. Donc c'est hyper fort et ça veut dire que ça se passe. It's happening. Alors, bien sûr, ce gouvernement Giorgia Meloni, qui fêtera ses 3 ans dans 2 jours, a apporté, a soutenu tout ça, sans être sur le mode politique, bien sûr, sur le mode très pragmatique, la refonte des aides au revenu hein, pour que les gens aillent chercher du travail, l'incitation à l'embauche en CDI, parce qu'il y a beaucoup d'emplois précaires en Italie. Et puis, ces 3 éléments très forts, le visa start-up pour accueillir des entrepreneurs, des talents qui vont prendre la main sur toutes ces startups et arriver avec des projets innovants. Le visa de résidence élective. Alors, encore la semaine dernière, j'étais en conversation avec une Britannique donc, qui n'a plus la nationalité européenne, comme ils parlent de ça, ils utilisent ce mot-là, je n'ai plus la nationalité européenne, qui me disait, ben, moi je vais m'installer en Italie, comme ça j'aurai pendant 1 an une résidence, 5 ans, et peut-être après la permanent residency. Donc elle est en freelance, elle a un salaire qui dépasse les 30 000 euros par an, et elle peut effectivement s'installer, elle s'est installée à Turin. Ce visa de résidence élective, on n'a pas de chiffres, mais ça fait beaucoup, ça crée beaucoup, beaucoup de mouvements de talent. Et enfin, le régime fiscal pour les impatriés qui joue sur 2 niveaux. Faire revenir les Italiens, les talents en Italie, et on en parlera avec le brain drain un peu plus tard, et aussi faire venir des talents étrangers de France et d'ailleurs, avec un taux d'exonération très fort. Le Sud n'est pas en reste, puisqu'on a 90% dans les régions du Sud, dans ce Mezzogiorno qui a ces 8 provinces, qui offrent une exonération d'impôts sur le revenu très fort. Je vais terminer sur, bien sûr, le chiffre important des salaires. C'est le slide suivant. Il arrive, voilà. Alors, un salaire moyen italien qui reste bas, qui reste inférieur sur une moyenne européenne de 12%. Ce qui veut dire, d'un point de vue entreprise et employeur, que ça reste ultra compétitif. Donc, ça joue dans les choix d'installation, dans les choix de recrutement. Alors, bien sûr, toujours cette disparité régionale entre le Sud et le Nord. Mais je vais passer la main à Sarah, qui est donc dans cette très belle école Bocconi, pour nous parler des différences culturelles. Merci beaucoup, Paris tenu pour Camille. Donc, en 4 minutes, nous faire un point sur la situation de l'emploi qui introduit bien ce webinaire en montrant pourquoi est-ce qu'on est là, c'est-à-dire l'Italie fait vraiment partie en ce moment, non seulement en Europe, mais dans le monde, des endroits où ça bouge. Et donc, c'est pour ça aussi que vous êtes nombreux aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de mobilité vers ou depuis l'Italie en ce moment. Et donc, beaucoup cette question, qui est celle qui nous occupe aujourd'hui, euh, comment est-ce qu'on travaille avec les Italiens quand on est français? Comment est-ce qu'on travaille avec les Français quand on est italien? Quand on préparait cet entretien avec Thibaut, on disait c'est comme de partir chez les cousins germains. Sauf que les cousins germains, c'est pas tout à fait les frères et sœurs. Sarah, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que déjà c'est si évident que ça de travailler dans un environnement franco-italien? Oula, c'est si évident. Évident dans le sens italien, évident. Alors, déjà, c'est un faux ami. Évident, pour moi, en italien, ça veut dire evidente, c'est-à-dire c'est une évidence. OK? Mais évident en français, ça peut vouloir dire c'est facile ou c'est pas facile. Alors, c'est une évidence, mais ce n'est pas évident. Voilà, je vais répondre comme ça. Et absolument. Tout est Alors, dit. déjà, j'ai fait. Alors, par contre, Alix me connaît très bien parce que j'ai le plaisir de travailler avec elle depuis un bon moment. Timekeeping, parce que moi, je risque en fait d'être beaucoup moins sage que Camille. Voilà, j'ai la tendance à parler. Donc, première chose avant que j'oublie, une parenthèse, Camille, tu as bien fait de souligner le fait qu'en fait, je suis ici dans les nouveaux locaux de l'université Bocconi. Alors déjà, rien que ça, c'est une énorme différence entre la France et l'Italie, hein. C'est-à-dire qu'en France, il y a beaucoup plus de notions de grandes écoles plutôt que ce qui pourrait être vrai en Italie. Moi, si je suis issue de Bocconi, pour moi, ça reste une université. Il n'y a aucune différence en Italie entre université et école de commerce. C'est exactement la même chose et personne ne vient à nous expliquer
expliqué dans la classe, j'en parlais juste avec les doyens samedi soir, que nous sommes des élites ou choses comme ça. Donc déjà, ce n'est pas la même chose d'avoir fait des études supérieures en France ou de les avoir fait en Italie. Je ferme la parenthèse. Après, si vous voulez, on pourra répondre à des questions sur ça. Alors déjà, Alix, tu as absolument centré les points quand tout à l'heure, on l'a montré dans les faits, hein, les pragmatismes vis-à-vis de la conceptualisation. Après, si vous voulez, je vais vous faire une métaphore, mais l'italien, on va dire, dans la mesure où ça peut faire du sens, parler d'un stéréotype italien, bien évidemment. Hein, tout ce que vous disiez tout à l'heure est vrai sur les différences, etc. Mais si on doit faire une tendance, hein, sinon on n'arrive pas à conceptualiser, justement. Si on doit tirer en ligne, c'est vrai que moyennement en Italie, comme approche de travail, on est beaucoup plus axé sur le pragmatisme que sur les concepts. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que depuis les études supérieures, hein, déjà, on est plus habitué à une modalité qui peut rassembler, pour ceux qui ont travaillé avec les Américains, à la modalité USA, c'est test and go, test and go. C'est-à-dire, je démarre quelque part, peu importe si je n'ai pas fait une analyse incroyable de la situation, mais la chose la plus importante, c'est de commencer vite et d'arriver à l'objectif. Donc, ça, c'est quelque chose qui est entraîné, comme toute compétence, depuis les écoles. Donc, on est habitué, depuis les écoles, par exemple, à faire beaucoup plus d'oral que d'écrit, à avoir des présentations ou des rapports qui sont jugés plus sur leur impact que sur leur structure. Peut-être que vous êtes à l'aise avec la méthode thèse, antithèse, synthèse. J'espère que je l'ai dit dans le bon ordre. Vous me confirmez. Je vois Thibaut, bien évidemment, qui fait comme ça. Pas du tout. Nous, on fait des bullet points, si vous voulez. Ce qui est le plus important est l'objectif. Après, comment on y arrive, c'est notre problème. En fait, si en France, on peut parler d'improvisation, alors vous me corrigez, mesdames et messieurs, si je me trompe, mais improviser ou quelque chose d'improvisé, ce n'est pas forcément un mot flatteur. Voilà. Alors qu'en Italie, on parle de l'art de l'improvisation. D'accord? Alors, je voulais juste, Alex, tu me dis si je peux faire l'exemple que j'ai l'habitude de faire, comme d'habitude sur le théâtre. Est-ce que vous pouvez m'écrire dans la chat qui a une petite appétence pour le théâtre, qui connaît Shakespeare? Allez, soyons fous. J'imagine que tout le monde connaît Shakespeare. Qui a lu déjà un peu de Shakespeare? Vous pouvez vous faire plaisir. Amleto, Camille, pardon, hein, je l'étudie en italien, donc j'ai dit Amleto plutôt que Hamlet. Qu'est-ce qui se passe quand vous lisez du Shakespeare? Vous avez un livre, vous pouvez le lire, Shakespeare, et vous trouvez tout. Vous trouvez l'intro, vous trouvez le narrateur, vous trouvez toutes les lignes. Vous pouvez avoir en œuvre, en fait, dans les moindres détails par écrit. Alors, imaginez que vous êtes une compagnie de théâtre, vous donnez ces livres à chaque acteur, il peut vous jouer la même pièce sur scène, 7 jours sur 7, 3 fois par jour, à l'identique, sans aucun problème. D'accord? S'il y a quelqu'un qui change dans l'équipe, ce n'est pas si grave que ça. Vous donnez les livres à quelqu'un, vous lui donnez le temps de l'apprendre, et dans quelques jours, il est prêt pour le faire de la même manière. OK? En Italie, peut-être que vous connaissez la commedia dell'arte, avec toutes les masques, Arlecchino, Pantalone, etc., etc. Bon, alors, le principe est totalement différent. Dans la commedia dell'arte, vous avez un canevas. Par ailleurs, c'est lui qui est tombé en panne ce matin. Voilà. Tu vois, c'est quand même contre-intuitif qu'un canevas tombe en panne, mais bon, c'est pas grave. Vous avez des lignes de conduite. Vous donnez ces lignes de conduite à votre compagnie de théâtre. Alors, il faut y mettre 3 minutes à les lire tout, hein, parce qu'il y a juste des bullet points. Et après, chaque acteur, justement, improvise. Sauf que vous avez une comédie différente à chaque fois que les gens montent sur scène. C'est jamais la même, mais ça peut être absolument extraordinaire. Par contre, il ne faut pas que quelqu'un qui est un membre de la compagnie de théâtre se casse une jambe. Parce que si vous voulez, les petits bouquins, ils ne servent plus à rien après 5 minutes, mais les gens sont tellement habitués à travailler ensemble qu'ils vont quand même la faire marcher. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? Pour dire que dans certains systèmes, certaines approches au travail, ce qui est plus important, donc en gros l'anticipation du risque, tout ce qui est prévention des imprévus, etc., repose sur des bons process, des bons outils, et évidemment, concernant les personnes qui les maîtrisent, sur une capacité d'analyse et une capacité de naviguer en vitesse de croisière de façon efficiente, en plus qu'efficace, qui est remarquable. Dans l'autre système, qui peut marcher aussi bien, en fait, toute l'anticipation du risque, elle est faite par les personnes.
des personnes qui la font comment? Par l'expérience, par le fait d'avoir répété les mêmes gestes et les mêmes activités durant peut-être des années. Des personnes qui moyennement travaillent beaucoup ensemble et depuis longtemps. Donc, les deux méthodes sont efficaces. Tout dépend dans quelle situation vous êtes. Si vous êtes une start-up ou si vous êtes une entreprise qui est déjà rodée. Si vous avez comme diktat l'effet d'aller très vite, comme c'est peut-être quelqu'un parmi vous qui travaille dans les secteurs de la mode, ou peu importe, il faut aller vite parce que la Fashion Week, la passerelle, etc. Ou alors si vous êtes dans un secteur qui n'admet pas d'erreur, hein, dans la métallurgie ou dans la chimie ou choses comme ça. Même dans la même entreprise, dans le même secteur, vous pouvez activer les deux modalités en fonction de votre équipe. Est-ce que vous êtes sur les opérationnels, sur les operations? Alors, dans ces cas-là, il faut peut-être investir plus en anticipation du risque et regarder à la qualité. Si vous êtes en fonction support, vous pouvez vous permettre, pour d'autres projets, d'être plutôt en modalité, on va dire, à l'italienne. Ce n'est pas par hasard que cette dimension est liée, notamment dans la culture des personnes, à l'adversion au risque. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais selon des études qui ont été faites par Gert Hofstede, mais pas que, il y a aussi Franz Trompenas, on a, on va dire, mesuré quelle est l'adversion au risque par rapport aux cultures connues. Et il s'avère que les Anglais, Camille, tu pourras me confirmer ou infirmer, sont un peu les champions du monde. Et en fait, en entreprise, tous les postes liés au risk management, tous les outils liés à la matrice des risques, toutes les méthodologies viennent souvent de l'Angleterre. C'est pas par hasard d'ailleurs que Shakespeare est anglais. Jamais il aurait pu écrire la comédie dell'arte. Voilà, la comédie dell'arte est plus dans les cultures qui sont plus habituées à être en réaction qu'en anticipation. Est-ce que ça fait du sens, ce que je vous raconte? Très clair. Merci beaucoup, Sarah. Si quelqu'un a des questions par rapport à ça ou des anecdotes encore mieux à raconter, bien évidemment, peut-être on donne quelques secondes, comme disait Alix tout à l'heure, pour réagir. Et sinon, moi, je veux bien passer aussi à la dimension suivante. Ça ne nous empêchera pas, évidemment, de... Voilà. Parfait. Non, évidemment, alors les deux dimensions sont assez liées. Hein. Quand tu es en modalité j'improvise, je me débrouille, etc., tu as aussi évidemment une approche, ou alors tu as peut-être l'intérêt de l'avoir, à une acceptation qui est différente par rapport à qui, en revanche, n'est pas à l'aise en situation d'incertitude. Donc, c'est pour ça que les Italiens performent mieux, moyennement, déjà, quand on est sous pression. Alors, par pression, je ne veux pas dire en pression, il y a pression et pression. Hein. Donc, attention aux mots. Quand je parle de stress, dans ces cas-là, je parle plus d'un stress lié au temps. Hein. Alors que je ne dirais pas du tout la même chose du stress lié aux relations interpersonnelles, qui sont quelque chose que les Italiens ne gèrent pas forcément super bien dans le sens qu'ils ne sont pas à l'aise. Hein. Alors que, par exemple, en France, on est même plus à l'aise en situation de conflit. Et les Italiens, s'ils peuvent éviter les conflits, ils l'évitent avec plaisir. Donc, proactivité côté français, ça ne m'étonne pas. C'est vraiment une dimension sur laquelle on est très différent. Tout ce qui est anticipation et laissé à l'hasard n'est pas vu très bien. Les Italiens, sur ça, ils sont beaucoup plus proches, si quelqu'un parmi vous connaît, des cultures orientales. Et par Orient, je veux dire les Moyen-Orient, l'Orient extrême, et aussi les Maghreb, qui connaît l'expression mektoub, ou Inch'Allah. C'est quelque chose nous, on ne dit pas Inch'Allah en italien, mais on a une phrase que si vous voulez, je vous écris dans la chat, qui rassemble beaucoup, et c'est Dio vuole. Voilà, si Dieu le veut. Ça existe en français, mais je ne l'ai jamais vraiment utilisé beaucoup. Voilà. Donc, les deux dimensions vont avec, et ça fait des styles de travail qui sont assez différents. Voilà. J'ai été bonne, Alix, avec le respect du Mais temps. Sarah, on sent que tu es en France depuis longtemps et que tu as condensé ces deux différences très rapidement. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que tu as été très conceptuel pour nous parler de quelque chose, d'une culture pragmatique. Et j'aimerais entendre là-dessus, maintenant pour aller sur quelque chose on va aller creuser ces données, ces éléments par l'exemple et donner la parole à Thibaut Gourdin. Donc Thibaut, tu es à Milan, tu as découvert l'Italie, tu nous as dit un peu violemment. Qu'est-ce qui a été si difficile alors qu'on peut se dire que la culture italienne est hyper accueillante et que c'est facile de travailler avec les Italiens?
Tout à fait. Bon, bonjour à tous et merci pour ce temps passé avec vous. Moi, je suis arrivé dans la culture italienne grâce à ma femme qui fait partie de ces rares personnes qui très tôt ont appris l'italien à l'école, au collège. Et ce projet est arrivé depuis très longtemps. Elle me disait, bon, genre, on va aller un jour en Italie, etc. Donc, moi, je voyais l'aspect extrêmement génial de l'Italie quand on y allait, donc quasiment tous les ans, pour aller manger des super pizzas, pour aller visiter des lieux incroyables, rencontrer une douceur de vie, la Dolce Vita, qui est juste incroyable. Et c'est vrai que il y avait en fait, à chaque fois qu'on y allait, un côté, en fait, les Italiens, ils sont exactement comme nous. Et je fais à nouveau une généralité, je suis désolé, mais il y avait ce côté, on arrive en Italie et on se dit: «On se comprend naturellement», je veux dire, on aime sortir tard, on aime manger des choses bien, on aime parler pendant des heures de tout et n'importe quoi. Et ma femme, du coup, il y a quasiment 1 an et demi, a eu le poste de ses rêves en Italie, donc on a déménagé à Milan. Moi, je me suis mis, du coup aussi à trouver, du travail là-bas, développer une activité, entrepreneuriale et donc à ce niveau-là d'aller sur un secteur, de l'accueil comment ça s'appelle? Des expatriés, donc surtout à Milan, donc une plateforme, plateforme très internationale, Milan. On rencontre énormément d'expats venant de partout et moi je suis devenu du coup business développeur là-bas. Et donc moi, je suis arrivé avec une manière très, française, d'adresser le business development, c'est-à-dire que on envoie 2 000 mails, on fait des rappels, tous les 7 jours, on se marque, un rappel de ça et on envoie comment ça s'appelle? Des mails qui à chaque fois essaient de rappeler un peu à l'attention, des personnes et en fait, je me suis rendu compte en échangeant avec mes collègues que, en Italie, ce genre de rappel ne fonctionnait pas très bien, en tout cas pas avec les mêmes ratios, que ce que je pouvais avoir l'habitude de faire en France. Donc j'ai commencé un peu à poser la question, de dire: Qu'est-ce qui se passe?» et cetera et tout le monde me disait: «Non mais Thibaut, il faut que tu ailles rencontrer les gens, il faut que tu ailles prendre un café, il faut que tu, ailles, prendre, un déjeuner». Donc moi forcément, je bon élève, un peu à la française, je vais prendre des cafés, je vais rencontrer des gens, je vais déjeuner et cetera forcément, qu'est-ce que je fais lors de ces cafés ou de ces déjeuners? 5 minutes de comment ça va et cetera, puis à un moment directement, bon et du coup au niveau business, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce que vous avez et cetera? Et je comprenais pas pourquoi il y avait pas une gêne, mais quasiment. C'est le côté bon, on va quand même très, très rapidement en affaires, et donc à chaque fois, bon, les personnes que j'avais en face de moi me disaient: «Bon et du coup la famille, comment ça va? Comment se passe votre installation?» et cetera et ça nourrissait un peu une frustration chez moi de le côté bon on n'est pas là pour se parler non plus de notre famille pendant, 1 heure quoi. Alors est-ce qu'on peut aller, droit au but? Et pareil donc je vais revoir, mes collègues et je leur dis, je leur explique un peu tout ça. Il dit: «Mais Thibaut, dire, en Italie, il faut d'abord qu'on apprenne à se comprendre d'abord. Il faut d'abord qu'on apprenne à nouer un lien ensemble. C'est-à-dire que, la personne que tu as en face de toi ne va pas, directement parler de business avec toi ou même t'en donner s'il ne te connaît pas d'abord. Donc moi OK, je recommence à faire ça, je vais boire un café et cetera. Je parle d'abord donc de la personne, m'y intéresser et cetera et généralement, j'arrivais vers les 25 minutes sur 30 minutes en disant: «Bon, c'est maintenant, c'est le timing, est-ce qu'on y va?» Et je nourrissais un petit peu d'impatience sur ces 5 dernières minutes où j'allais pouvoir m'exprimer sur le pourquoi de notre rendez-vous et généralement, qu'est-ce que ça faisait? C'est que ces 5 dernières minutes, j'étais: «Parfait, on va y aller, blablabla» et là, je sortais l'intégralité des choses que je voulais dire, mais en 5 minutes. Pareil, les personnes en face de moi ont été bon, c'est un peu bizarre quand même, on fait un switch un peu rapide quand même sur l'aspect du business. Donc pareil, je reviens vers mes collègues, je leur dis: «Bon, qu'est-ce qui se passe?» et là, ils m'expliquent: Thibaut, il faut que tu prennes le temps avec, tes interlocuteurs italiens, que tu nourrisses, comment ça s'appelle? La relation et cetera». Donc là, moi, j'essaie de digérer un petit peu tout ça. Donc ça fait 1 an, et quelques mois que je suis là et donc j'ai eu le temps un petit peu de me poser sur ça et je me rends compte aujourd'hui que
En fait, déjà, première chose, quand on fait, des échanges commerciaux, quand on fait du business, ben, je me rends compte qu'il est toujours plus intéressant de savoir comment fonctionne la personne en face de nous parce que s'il y a la moindre problématique, s'il y a le moindre truc qui fonctionne pas et on l'a vu avec, le Canva, tout à l'heure, il y a toujours quelque chose qui fonctionne pas. Et beh, du coup, il vaut mieux toujours avoir quelqu'un en face de toi où, bah, on a un peu parlé de comment est-ce qu'il va, on a un petit peu parlé de comment est-ce qu'il réagit à certaines choses, c'est qui sa famille et cetera. Parce que, bah, quand on connaît de manière plus intime quelqu'un en face de nous, bah, mine de rien, c'est plus facile de trouver des solutions aussi ensemble et ça, j'ai trouvé que cette partie-là, culturelle un peu italienne du business a été très difficile à intégrer pour moi au début, qui voulait directement aller, bon, j'avais un objectif en arrivant, je lui ai parlé de l'objectif, à mon interlocuteur et après on avance rapidement. Et en fait, je me rends compte que à moyen terme, cette manière de créer, une relation, commerciale, beh, en fait, est très agréable parce qu'elle crée une énorme résilience et hem et je n'irai pas plus loin et je vous laisserai la parole sur ça, mais est-ce que, la recette un peu de la résilience italienne se situe pas aussi dans sa capacité à créer du lien, heu et du lien, de manière très forte? Je ne sais pas ce que vous en pensez? Merci beaucoup Thibaut pour cet exemple très concret. On a cheminé avec toi, là, avec les clients. J'aimerais redonner la parole à Sarah pour regarder aussi l'aspect vue d'Italie, hein, parce on a promis, on n'est pas là juste pour analyser les Italiens, mais pour regarder cette relation franco-italienne. Sarah, moi j'ai habité aussi en Italie, j'ai vu beaucoup de souffrance chez des cadres italiens qui avaient des managers français et qui ne comprenaient pas du tout le management à la française. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur, là encore, une fausse évidence, ou alors Oui. une évidence qui n'est pas facile, comme tu dis, de cette relation franco-italienne? Alors, je vais donner quelques aspects qui pour moi sont vraiment clivants et je les ai aussi vécu sur ma peau, hein, parce que moi, j'étais ce qu'on appelle en sociologie une immergée quand je suis arrivée dès Milan à Limoges, parce que c'est à Limoges que j'ai commencé mon activité professionnelle en France. Alors, d'abord, les Italiens, je répète, hein, pardonnez-moi à chaque fois que j'ai dit les Italiens, on en a déjà parlé, mais c'est juste pour qu'on se comprenne bien, attendent moyennement, pas forcément beaucoup d'autonomie. Tout de même au début. Après, ça dépend évidemment de l'âge de la personne, de l'expérience, etc. Mais d'un côté de la compétence technique, c'est-à-dire le chef, il doit savoir techniquement de quoi il parle, ce qu'il a comme rôle aussi de transmettre les savoirs à ses collaborateurs. Donc, il est parfaitement acceptable que quelqu'un, surtout s'il démarre dans sa vie professionnelle, aille voir son chef tous les 5 minutes pour lui dire, excuse-moi, Thibault, je ne sais pas comment faire ça. Alors, Thibault, s'il répond à mes attentes, il va me dire, mets-toi à côté de moi, Sarah, je vais te montrer, je vais les faire. Je vais t'expliquer tout dans les moindres détails, parce que si tu n'as pas compris, c'est de ma faute qui n'a pas été assez clair. Voilà. Et après, tu le feras. Je contrôle une première fois, je contrôle une deuxième. Après, quand tu commences à rouler toute seule, eh bien, tu y vas. Tout en me mettant en copie, parce que comme ça, je sais, c'est que tu suis. Donc déjà, ça, la compétence technique. Deuxième chose, il y a un deal. Les collaborateurs est là pour rouler pour son chef, plus que pour une entreprise. En France, on roule souvent pour son entreprise. En Italie, on roule pour un chef. C'est déjà la première. Mais les chefs, ils me protègent en retour. Ils me protègent de quoi? Des incertitudes, de la possibilité de faire ce qu'on appelle en italien, et vous m'aiderez à traduire, brutta figura. Alors, on a Mina ici, qui est une grandissime experte de communication et qui a fait une thèse absolument magnifique dans la communication franco-italienne et qui peut bien évidemment intervenir quand elle veut. Ciao Mina. Fare bella figura. C'est-à-dire, alors, c'est pas montrer patte blanche, mais peut-être c'est montrer sous son meilleur jour. C'est peut-être ça que ça veut dire. Troisième chose, alors, je vous donne une anecdote. J'arrive dans mon ancien employeur, je ne vous dirai pas qui c'est, et ma chef française, coach quand même, ok? Donc, Manuela, je sais que tu es là. Voilà, et je lui dis, Hélène, excuse-moi, je ne sais pas faire ça. Est-ce que tu peux m'expliquer? Sa réponse, je ne sais pas, t'en penses quoi?
là, ça m'a mis dans tous mes états, parce que je me suis dit, mince, si ma chef ne sait pas, alors figurez-vous, on n'a pas un capitaine à bord. Hein. Donc là, je me suis complètement refroidie. En revanche, Hélène, je pense, mais vous me confirmerez, attendez peut-être des mois plus d'autonomie. Hein. Et c'est valable aussi quand on pense à la promotion et à la croissance des personnes. Moi, en tant qu'Italienne, alors c'est peut-être aussi générationnel, attention, hein. Moi, j'ai 51 ans. Donc peut-être que la génération jeune aura des nuances différentes. Mais moyennement, si je pense faire un bon travail, j'attends que ma hiérarchie s'en aperçoive et qu'il me propose des avancements. Quand j'ai quitté mon premier employeur, une des choses qui m'a été reprochée, c'est de dire, mais Sarah, on ne savait pas que tu voulais grandir, tu n'as jamais tapé à la porte. Mais ça ne se fait pas de taper à la porte pour moi. Ce serait de l'égocentrisme. Alors qu'une des valeurs qu'on a les plus ancrées chez nous en Italie, c'est on est bon soldat, on est travailleur, on montre qu'on fait beaucoup d'efforts et tôt ou tard, quelqu'un va s'en apercevoir et va nous donner une opportunité. Donc, imaginez combien de malentendus on peut avoir dans une relation chef-collaborateur rien qu'en se basant sur ça. Ça fait du sens, ce que je vous raconte? Merci beaucoup, Tout à fait. Sarah. Et là, c'est vachement important ce que tu dis parce qu'on comprend à quel point ces malentendus, cette non-anticipation de différences fondamentales, mais parce qu'on est cousin germain, on devrait se comprendre, peut générer non seulement des échecs, mais beaucoup de souffrance au boulot. Et moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué dans des environnements franco-italiens. C'est un niveau de souffrance très profond. J'ai même vu des gens pendant des conférences de Sarah pleurer en disant, en fait, je ne comprenais pas pourquoi mon boss me micromanageait comme ça. Je pensais qu'il me trouvait incompétent. Et Sarah vous a montré là qu'en fait, c'était pas du tout du micromanagement, c'est de la transmission de compétences logiques, par exemple dans des cultures industrielles ou artisanales. Et à l'inverse, des gens qui ont des boss français qui disent, mais je ne comprends pas pourquoi mon boss ne s'intéresse pas à moi. Et c'est même pas qu'il me demande l'autonomie, c'est que ma situation lui est indifférente. Et c'est deux situations qui peuvent générer beaucoup de souffrance. Et c'est pour ça que ces formations sont si importantes. Avant de revenir justement aux formations et ce qu'on peut en faire, j'aimerais que Camille nous dise la façon dont ces différences peuvent se jouer déjà dès le recrutement, parce que c'est peut-être là que les uns et les autres qui travaillent dans des environnements franco-italiens, vous pouvez perdre des collaborateurs avant même que la collaboration ait commencé peut-être. Absolument. Alors nous, les chasseurs de tête, quand on est sur un terrain de jeu, c'est la slide suivante. Quand on est sur un terrain de jeu européen, on doit à chaque fois s'adapter. Alors, quels sont les principaux points différenciants, on va dire? Alors, en Italie, on a souvent un CV un peu plus complet qu'en France. Encore une fois, pardon, je généralise. Et on va avoir une lettre de motivation qui va correspondre à ce mode de recrutement, qui va être très enthousiaste et avec même un peu d'émotionnel. Pourquoi? Et très complète aussi. On a deux éléments très forts, un CV hyper détaillé, hyper construit, et une lettre de motivation qui commence déjà à donner des éléments sur notre personnalité. Parce qu'au moment de l'entretien, ça se fera peut-être autour d'un café, comme l'ont dit Thibaut et Sarah, ça va être très informel. Autour d'un café, autour d'un déjeuner, ça durera peut-être 1 heure et demie, ça durera longtemps. Et l'objectif est de tester non pas les compétences, puisqu'elles sont là, elles sont écrites dans le CV, non pas les hard skills, mais le fit avec l'entreprise et le fit personnel. Parce que c'est ça qui est important. Je vais manager quelqu'un avec qui je m'entends bien, avec qui j'ai confiance. Et le mot de confiance, il est très fort. Et inversement, je ne vais pas travailler, comme le disait Sarah, avec l'entreprise, blablabla, mais avec cette personne-là qui va peut-être un jour devenir mon mentor, me faire accéder à d'autres éléments, à d'autres postes dans ma carrière. Donc en fait, étonnamment, c'est plus rapide parce que tout a été checké. Les entretiens. Moi, dernièrement, j'ai eu un entretien avec 2 personnes, une en France, une en Italie. Mon process de recrutement en France a duré entre 5 et 6 mois, avec 6 entretiens, hein, tout autant hiérarchiques les uns que les autres, alors qu'en Italie, il a fallu de 2 entretiens. Assez long, ça a duré entre 1 heure et 1 heure et demie, mais ils se sont assis avec le candidat. C'était une rencontre et c'était OK, je valide. Parce qu'au cœur de tout le process de recrutement en Italie, plus fort que dans d'autres pays européens, c'est le réseau et le personnel et le professionnel qui sont imbriqués.
Quand on fait un entretien avec un candidat, on peut demander quelle est ta vision de l'entreprise, quelle est la vision, quels sont tes hobbies, quelles sont tes passions, qui es-tu exactement? C'est ça qui est important. Et puis bien sûr, il va y avoir le réseau. Un réseau qui peut être la famille, les anciens collègues, les collègues existants, des partenaires. On va demander, et dis donc, est-ce que tu connais telle personne? C'est pour ça que nous, les chasseurs, on passe souvent de marchés cachés en Italie plus qu'ailleurs. Il y a à peine, on dit entre 20 et 30% des offres d'emploi qui sont publiées. LinkedIn est un outil, mais ce n'est qu'un outil. C'est pas là qu'on fait du réseau. Le réseau, c'est toute la patience qu'il faut, comme le disait Thibaut, dans la rencontre. Passer du temps à parler de la famille, des choses qui nous animent, des choses que l'on aime. Et c'est ça qui est attendu en entretien et pendant tout le process de recrutement. En Italie, on a toujours le brain drain, bien sûr, qui est encore là. Alors, aujourd'hui, il est utile parce que les gens partent et avec l'Impatriate, ils reviennent bilingues, parce que c'était ça dans les talents et français et italiens, la maîtrise de la langue anglaise, qui aujourd'hui, du coup, évolue dans les deux pays, ça c'est très bien, et ce retour de talents qui ont cette ouverture aussi d'esprit, qui vont partager, comme disait Thibaut à Milan, hein, c'est un mélange, tout le monde s'adapte. Relation de confiance très importante. Nous, quand on discute avec des candidats, c'est un peu comme Thibaut avec ses clients. Comment ça va? Ciao, comment ça va? T'es où? Ah, il fait beau, etc. Et j'entends parler de la famille, des enfants, des projets personnels, beaucoup plus qu'un entretien avec un Français. Ça va être très, très différent. Alors, une chose, les candidats attendent beaucoup de sécurité en Italie. Les salaires sont bas, mais les salaires sont la base de la compensation. La culture du bonus est peu existante encore en Italie. C'est très rare quand je dis et du coup, il y a un bonus dans l'entreprise. Est-ce que ça vous convient? Encore des demandes sur la voiture de fonction, quelque chose qui est moins présent en Italie, en France par exemple, alors que c'est assez demandé en Italie. Les candidats demandent ça beaucoup. Et puis, on va être vraiment sur la confiance. Et la confiance, même si le candidat n'est pas retenu, on va rester en lien. Et moi, je note les anniversaires, je note des choses comme ça parce que c'est vraiment ça. Et à chaque fois, j'ai mes candidats italiens qui me disent, si tu as besoin d'une info, si tu as besoin de quelque chose, si tu cherches quelqu'un, n'hésite pas à me contacter. Et je le fais. Et c'est un plaisir immense parce que je reste absolument en contact avec mes talents. Voilà. Très vite. J'espère que j'ai fait les 4 minutes. Merci Camille, ça donne un éclairage à nouveau très concret et très pratique. Sarah, si on revient un peu au concept, qu'est-ce que tu entends comme concept, comme différence? On avait vu tout à l'heure les axes, hein, j'ai pas précisé, mais l'image qu'on avait, c'est important de le dire, et vient de la plateforme de notre partenaire GapsMove, qui est le décodeur digital qu'on utilise pendant les formations. Qu'est-ce qu'on pourrait voir comme autre dimension peut-être dans ces différences que présente Camille? Oui, aussi dans la communication, c'est-à-dire c'est un registre, la communication qui est particulier. On pense toujours que les Italiens sont très directs, très, très, très cash dans leur façon de parler, etc. Ce n'est pas forcément toujours le cas. On peut être très explicite, c'est-à-dire parler beaucoup, mais ce n'est pas pour autant qu'on rentre souvent en conflit. Et ça se recoupe aussi à ce que Camille disait tout à l'heure. Les équipes italiennes aussi, par la configuration des organisations, c'est des équipes normalement qui travaillent ensemble longtemps. Donc, si tu veux, quand on est sur les concepts, quand on est task-oriented, pour utiliser un terme en anglais, on se concentre sur les dossiers, et Thibault le disait justement tout à l'heure aussi, on est sur la tâche, on est sur quelque chose, là on parle de travail. L'italien est rarement sur la tâche, il est beaucoup plus souvent sur la relation. Donc, il va être beaucoup plus pragmatique dans ce sens-là. Moi, mon intérêt, si je travaille avec Camille tous les jours, c'est de garder un bon rapport avec Camille. Les dossiers qu'on est en train de traiter maintenant, demain, ça va être de l'histoire. Mais ma relation avec Camille, elle va durer. Et donc, si je dois donner, on va dire, la priorité à quelque chose, pragmatiquement, je vais donner la priorité à ma relation, à détriment parfois aussi de la soi-disant vérité. Hein. Et ça peut arriver. Et ça peut être effectivement un peu frustrant pour quelqu'un qui, lui, serait plutôt sur les tâches. Je ne contredirai jamais, Alix, par exemple, toi, on est en train de discuter ici. Si même tu devais dire quelque chose sur laquelle je ne suis pas complètement d'accord, mais jamais je dirais à Alix, je ne suis pas d'accord avec toi. Imaginez-vous qu'on est tous ensemble, comme on est maintenant, ou dans une réunion de travail, où il y a aussi des services différents. Je ne dirais pas ça. Je dirais, Alix, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Alix a dit. Et si je peux me permettre de rajouter quelque chose, mais c'est juste une finesse, et après je suis capable de dire l'inverse de ce qu'Alix a dit. Mais de cette façon, je ne lui ferai pas perdre pas la face.
Et Alix, qui connaît très bien les codes italiens, elle aura compris tout de suite et elle dira, ah non, mais Sarah, c'est exactement ce que tu voulais dire, on est en phase. Et la phrase magique, c'est celle-là, on est en phase. Après, si on a vraiment besoin d'éclaircir des points, je vais prendre Alix en privé, je vais la contacter dans son bureau, genre on va boire typiquement un café ensemble et dire, oh, écoute, tu as bien compris ce qui s'est passé tout à l'heure. Je ne pouvais pas te dire comme ça, mais voilà, je pense qu'il faudrait plutôt les faire comme là. Et tout le monde est d'accord. Mais il faut qu'il y ait une certaine harmonie. Ça, c'est la situation idéale. Après, bien évidemment, chacun parmi vous est au courant que dans les entreprises, parfois, on peut avoir des conflits, des tensions, ou aussi des personnes qui ne s'entendent pas, hein. Et donc, quand il y a quelque chose comme ça, mais dans la situation, on va dire normale, il est préférable d'être plus pragmatique et d'aller au but. Merci beaucoup, Sarah, et ça, c'est vraiment important. Et moi, je sais que quand je suis dans l'autre sens, quand je suis revenue en France, c'est quelque chose avec lequel j'ai eu énormément de mal. C'est cette façon qu'ont les Français d'exprimer leur dissension de façon aussi ouverte. Pour moi, qui avait énormément goûté cette douceur italienne, qui n'est pas exempte de dureté non plus, hein, c'est pas du tout un monde de bisounours. Mais en tout cas, dans la forme, c'est beaucoup plus doux. Et on s'y habitue vite. Et après, dans l'autre sens, il faut retrouver les codes français. Ça va m'emmener, avant de vous demander à chacun, on galope un peu parce que comme on a un petit peu perdu du temps au début, j'essaie de faire, je vous lâcherai peut-être avec 5 minutes de retard, mais je vais essayer de rattraper une partie de notre retard. Ça nous emmène aussi à se dire, bah, Thibault l'a dit hein, tout à l'heure, et Sarah, on l'entend dans tout ce que tu dis, euh, il y a des codes, ils sont différents, ça peut générer des échecs, de la perte de temps, voire même de la souffrance, on a dit tout à l'heure. Donc, comment est-ce qu'on peut éviter ça? C'est évidemment par une formation interculturelle. Donc, je voudrais prendre juste 2 minutes pour vous montrer ce qui est jouable. Donc, vous avez compris que chez Expat Communication, donc on est né par l'expatriation, c'est notre histoire, et notre ADN, ce qui est le substrat sur lequel on travaille toute la journée, c'est cette question de la différence culturelle. Comment peut-on être persan? Comment peut-on être italien? Comment peut-on être français? C'est la grande question à laquelle on tente de répondre avec les personnes qu'on accompagne chez Expat Communication. Et dans ce qui est interculturel, on va le faire de 3 façons en fait, en fonction du besoin. Soit c'est la sensibilisation, ce qu'on est en train de faire là, donc c'est une conférence ou un webinaire. Soit on va travailler sur une transmission de compétences, et dans ce cas-là, on est sur des ateliers. Soit on est vraiment dans la transformation, c'est une équipe qu'il s'agit de faire travailler ensemble, c'est un individu qu'il s'agit de former, un expat par exemple. Et dans ce cas-là, on a des services de coaching. Dans tous les cas, c'est des programmes qui sont personnalisés. C'est ce que je vous disais, on ne va pas vous faire un truc top-down. Voilà ce que c'est qu'un Italien, on le met sous la loupe et on l'observe. C'est vraiment circonstancié. Bon, déjà, on va choisir la langue dans laquelle on intervient, mais aussi on va s'adapter au contexte. Aux cultures en jeu, avec des business cases qui vont refléter très exactement la réalité opérationnelle des personnes avec lesquelles on intervient. Alors, selon toutes sortes de modalités et toutes sortes de styles, ce qui compte vraiment, c'est que on va travailler sur ce fameux bridging, c'est-à-dire cette capacité à faire du chemin l'un vers l'autre et de se rendre compte de ce qu'on représente pour l'autre. C'est-à-dire, même si je suis la plus ouverte du monde, quand je vais en Italie, je suis une Française et les Italiens vont être déroutés. Euh, Parce que je ne pourrais pas m'empêcher, même au bout d'un certain nombre d'années, je ne pourrais pas m'empêcher d'être française et ça restera quelque chose de compliqué pour ceux qui travaillent avec moi et évidemment pour moi aussi. Euh, on va peut-être aussi parler, une seconde, vous avez entendu Camille décrire son activité de chasse de tête. Donc vous avez compris qu'elle travaille pour un cabinet, elle a été hyper polie, elle n'a même pas mentionné son cabinet, elle n'a même pas de logo derrière elle, mais c'est important de souligner que c'est Hanson Search et que c'est donc, Camille, tu peux peut-être nous en dire un mot en une seconde, de la chasse internationale. Exactement, nos bureaux sont basés à Londres, mais moi je m'occupe de l'Europe et on est effectivement au Moyen-Orient, aux États-Unis et en Europe, dans tous les pays. Et pour l'Italie, du coup, on accompagne, on dit toujours en confiance, en collaboration et en conseil, du début jusqu'à la fin et encore après, parce que je reste en contact avec mes talents que je place. Donc on travaille comme ça avec nos clients, vraiment sur un mode ultra collaboratif, avec beaucoup de culturel, bien sûr, dans nos approches. Merci beaucoup, Camille. Je vais vous redonner la parole pour que vous me disiez chacun vraiment peut-être le plus important pour vous à transmettre. Et avant ça, je vous raconte une anecdote, une personne dont j'aurais aimé qu'elle puisse être là, mais elle avait un comité de direction en même temps, qui est un Italien
marié avec une Française, qui a travaillé, qui a dirigé des filiales un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Asie, enfin voilà, un profil qui se considérait comme absolument ouvert culturellement. Puis en plus, étant une femme française, quand on lui a proposé une direction d'entreprise en France, il s'est dit que c'était facile et qu'il connaissait très bien la France et que en tant qu'Italien, ayant bougé partout dans le monde, ce serait facile pour lui. Ça a été le pire échec de sa carrière, un échec qui s'est soldé non seulement par son licenciement, mais en plus par la fin de la filiale. Donc vraiment quelque chose d'assez catastrophique. Et d'où c'est venu? Vraiment d'une mauvaise compréhension des codes culturels professionnels français, et notamment du fait de la place du chef dont on parlait tout à l'heure et de la contestation. Et c'est exactement ce que disait Sarah tout à l'heure. C'est quelqu'un qui, alors oui, avec sa femme française et ses enfants à moitié français, il avait été habitué à être remis en question, surtout par ses ados. Néanmoins, quand en tant que directeur de l'entreprise, il a eu sa première réunion avec les syndicats, et que il s'est senti complètement remis en question, et que quand il a voulu hausser le ton en disant maintenant ça suffit, on va revenir à des choses normales, je suis le chef, et donc vous allez faire ce que je vous dis et vous allez me respecter. En France, et d'autant plus dans la région du sud-ouest où il était, ce discours a envenimé la situation et créé vraiment une logique presque révolutionnaire à la française, c'est-à-dire le chef veut passer en force et bien ça ne passera pas avec nous. Et il est arrivé vraiment une situation de blocage absolu. Euh, il lui a fallu, après quitter l'entreprise, avoir un coaching pour essayer parce que vous imaginez la quantité de remise en cause qu'il y a eu derrière cette expérience, pour comprendre que c'est pas son management qui tout à coup était devenu mauvais, mais c'est vraiment une mauvaise lecture, une mauvaise impression de connaître la culture française de sa part, qui l'avait emmené dans cette impasse. Et je sais qu'on a Antonella qui est italienne et qui nous écoute. Antonella, si tu veux commenter ce cas, on te lira avec plaisir. Maintenant que j'ai posé ça, les unes et les autres, peut-être en commençant par Thibaut, qu'on n'a pas entendu depuis un moment. Thibaut, quel serait ton conseil final pour des Italiens qui travaillent avec des Français ou des Français qui travaillent avec des Italiens? Euh, Écoute, pour terminer sur la note peut-être hyper positive, enfin des conseils, je pense que il faut faire une formation interculturelle parce que il y a des nuances, il y a un moment, et je pense, important au-delà d'être ouvert, de comprendre les codes et de les digérer, de les intégrer et de les mettre en application. Et c'est un process qui prend du temps et qui nécessite de la guidance. Euh, Par rapport peut-être au conseil, moi, je me mettrais dans la posture de voir où se situe la valeur ajoutée, parce qu'avec, les qualités de chacun, qualité italienne, qualité française, en tout cas sur ce couple-là, il y a des choses extraordinaires à faire et je pense que dans notre culture un peu, notre formation un peu de manière ingénieure, un peu, on va dire, enfin ultra structurée à la française, une grande capacité à mettre des calendriers en place, à mettre des choses dans le long terme. Et la capacité italienne à gérer, comme le disait Sarah, des crises, des choses, à court terme est absolument exceptionnelle et quand on mixe les 2, bah, je pense que si on est ouvert, et je pense que c'est vraiment aller chercher la valeur ajoutée dans la relation et dans la relation interculturelle, c'est peut-être le conseil que je donnerais parce qu'en mettant un mix interculturel, en symbiose, on peut atteindre des choses, assez exceptionnelles et en tout cas, moi, je l'ai vu après 1 an, c'est étonnant ce qu'on peut faire avec, de l'écoute, un peu de formation et aussi aller chercher la valeur ajoutée des postures aussi, des différentes postures. Merci Thibaut, c'est presque un cours d'interculturel que tu nous fais. On va chercher ce que les interculturalistes s'appellent le leveraging, c'est l'effet de levier en prenant le meilleur des deux cultures. Tout à fait. Et effectivement, ça peut nous emmener très loin. Camille, quel serait ton mot de la fin? Alors, moi, en tant que chasseur de tête, ce ne sera pas un conseil, mais plutôt une réflexion sur quel bonheur cette Italie qui repart, qui attire des talents tous azimuts, et ces relations franco-italiennes, bien sûr, au beau fixe. Après, moi, pareil que Thibaut, bien sûr, c'est interculturel et ces formations.
Ce que moi, je vois dans mon métier, c'est qu'on forme les candidats quand ils vont partir, quand ils vont s'expatrier, mais les équipes RH, les équipes de talent acquisition, de talent retention ne sont pas formées. Et ça, c'est dommage. Il faudrait pousser jusqu'à ce que les gens qui sont dans ce métier de recrutement se forment aussi régulièrement. Voilà, ce serait mon petit mot de la fin, mon petit conseil plus du côté des entreprises. Merci Camille. Et en effet, on organise pas mal de formations pour les RH et c'est absolument passionnant, notamment en team building, mais aussi en recrutement. Et le sujet que tu as fait là-dessus était super intéressant. Merci. Sarah, est-ce que tu veux dire le mot de la fin? Oui. Alors, il y en aurait beaucoup, mais je vous laisse avec ça. Méfiez-vous de toutes les fois que vous avez entendu dire, soyez les managers que vous auriez voulu avoir ou soyez les collègues que vous auriez voulu avoir ou choses comme ça. C'est faux. Ne prêtons jamais aux autres nos propres attentes. Soyons toujours sûrs d'avoir compris. Et ça, pour comprendre, il faut de l'ouverture, comme disait Thibaut, mais il faut aussi de la connaissance. Et ça, on ne peut pas l'inventer. L'observation et l'intelligence ne font pas tout. À un moment, il faut de la compétence aussi. Il faut savoir exactement qu'est-ce qu'on veut dire par confiance réciproque. On fait confiance à l'autre si quoi? C'est quoi l'autonomie? C'est quoi le respect? Il faut être vraiment en phase. On passe beaucoup de temps à chaque fois à se mettre en phase sur les objectifs, sur qu'est-ce qu'on veut faire l'année prochaine, comment on travaille ensemble, mais on ne passe pas suffisamment de temps sur l'explication de voilà ce que j'attends de toi, voilà ce que tu attends de moi. L'effet d'être bien au clair et être sûr qu'on est sur la même page. Ne prêtons jamais aux autres les attentes que nous avons. Ah, si c'est valable pour moi, j'imagine que pour toi aussi, Camille, tu voudrais être traité comme ça. Non, non, il n'y a rien de plus faux. Et les pièges avec l'Italie, c'est qu'on semble similaires parce qu'on a des pratiques qui sont assez similaires, mais les principes sous-jacents ne sont pas aussi bien. Tu as mis les cas, l'accent tout à l'heure, Alix, sur les cas de la personne qui a péché d'autoritarisme, si je peux dire. Ça, c'est vraiment le carton rouge en France. La perception d'être quelque part rabaissé ou soumis. En Italie, ça existait moins. En revanche, en Italie, il y a les péchés des manques de loyauté, la trahison. Et les Italiens vont sursauter de la même façon que les Français peuvent sursauter, pas pour un abus de pouvoir. Ça, à la limite, ils s'en foutent un petit peu. Mais si j'ai la perception que tu m'as trahi, voilà. Sur ces paroles, Sarah, je ne te trahirai jamais. J'essaie, c'est pour ça que je travaille bien avec Euh, toi. ce sont c'est ça qui est vraiment passionnant et vous l'avez vu et qui passionne tous ceux qui viennent faire des formations interculturelles, c'est cette réflexion sur la valeur en profondeur. Vous avez un QR code là, n'hésitez, enfin voilà, le but est que vous le scanniez pour nous dire ce que vous avez pensé de cette session, de l'agilité avec laquelle Nathalie, dans notre équipe commerciale, a réussi à rebondir et à nous permettre de continuer. Merci à toi. Merci à Rose à la régie, merci à tous ceux qui ont contribué à cet événement. Merci à tous les coachs d'Expat Communication, j'ai vu qu'il y en avait pas mal aujourd'hui et qui ont dû se régaler de la conclusion de Sarah qui résume bien notre travail. Thibaut, est-ce que tu veux nous dire dans le chat le nom de ton entreprise? Parce que toi aussi, tu as été très discret, mais s'il y en a qui cherchent une entreprise de relocation en Italie, et notamment à Milan, ce serait bien qu'ils te connaissent. Camille, merci pour cette eye-opener sur l'impact de l'interculturel aussi dans les activités de recrutement. À tous, à bientôt. On se retrouve le plus tard, le 1er décembre, pour la restitution du baromètre Expat Communication depuis le Quai d'Orsay. Vous aurez des invitations pour nous rejoindre au moins en ligne le plus vite possible. Et puis vous savez que vous avez encore 3 jours pour participer au prix interculturel d'Expat Communication, enfin au prix de responsabilité sociale internationale Expat Communication, que ce soit le prix du meilleur accompagnement des conjoints, le prix Conjoint Friendly, du prix pour le meilleur accompagnement international pour les femmes, notre prix international au féminin, ou les meilleures politiques de formation interculturelle pour les entreprises à vocation internationale, le prix du management interculturel. Voilà, à bientôt à tous et merci pour votre attention. Grazie, ciao ciao.
Ciao, ciao a tutti. Ciao.